Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et aujourd'hui, en plus de ce podcast, sort également un site sur lequel vous pouvez retrouver des interviews, des critiques de films, mais aussi des playlists mensuelles avec un titre par jour, le projet Mappé du journal de bord du confinement et j'en passe. Le lien sera bien entendu dans la description et je vous invite vivement à aller régulièrement y faire un tour. L'illustration principale est signée par Laura Danière, les autres illustrations par Rosalie Loncin, le logo par Ghislain Pérez et les portraits en noir et blanc par moi-même. Vous entendrez également au cours de cet entretien des respirations sonores que je dois à Vito Bendinelli, que je remercie infiniment. Pour ce nouveau podcast, je retrouve, façon de parler, Abel Danan, un jeune cinéphile qui a autant de références que tous les invités de la Cinétech réunis. Nous parlerons de sa passion pour le 7e art, de sa filmographie et surtout de son tout nouveau court-métrage Love Cantata, produit par Egeri Productions. Une histoire d'amour moderne entre un Parisien et une Japonaise qui se retrouvent dans un Tokyo à plusieurs facettes. Je vous laisse tout de suite en sa compagnie. Bonne écoute. Allô? Allô, ça va? Coucou Aline, ça va? Ouais, ça va, t'es prêt? Ouais, bien sûr, Ok. carrément. Tu viens de réaliser ton deuxième court-métrage, Love Cantata, qui dure 14 minutes, qui est produit par Egeri Productions et soutenu par France 2. Avant d'en parler, rappelons que tu es auteur, réalisateur, représenté par Agence Artistique. Tu es également chargé de développement chez Légende et tu es aussi chroniqueur, puisque tu interviens régulièrement sur le plateau du Cercle, l'émission diffusée sur Canal+, et animée par Augustin Trapenard. C'est impressionnant parce que tu es tout jeune. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ton parcours de cinéphile? Sur mon parcours de cinéphile, c'est très intéressant parce que c'est vraiment ça justement qui, je pense, se traduit dans, on va dire, ma très légère expérience. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, avant de savoir que je veuille passer à la mise en scène, faire des films, en écrire, etc., en fait, mon premier grand souhait, ça a été d'abord de voir des films et de transmettre justement et d'échanger autour de cette passion que j'avais de voir des films. Donc c'est vraiment mon parcours, on va dire, de cinéaste. Il commence vraiment par un parcours d'amoureux du cinéma. J'ai commencé depuis toujours à regarder des films et que à l'âge de 15 ans, quand on te demande généralement ce que tu dois vouloir faire dans ta vie, j'avais des bons résultats à l'école, mais je savais que je voulais pas être dans une école de commerce ou quoi que ce soit, que c'était pas du tout les voies qui m'intéressaient et qu'en fait le cinéma m'intéressait vraiment énormément. Sauf qu'en fait, j'ai jamais, jusqu'à cet âge-là, j'ai jamais considéré que ça pouvait être un métier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, à défaut de savoir quoi faire, je vais vraiment confirmer au maximum cet amour pour le cinéma en regardant beaucoup de choses. Et du coup, c'est à partir de cette année-là que j'ai commencé vraiment à regarder des films, on va dire, qui sortent un peu des circuits traditionnels de distribution, qui sont un peu moins gros que les grands chefs-d'œuvre américains qui passent aux Oscars. Tu peux en citer par exemple là des films qui t'ont marqué par exemple? Bien sûr. Alors, il y en a quelques-uns. Il y avait plein de rediffusions d'anciens films qui étaient restaurés ou quoi que ce soit. Et je me souviens que cette année-là, j'avais vu la rediffusion de 3-4 films justement à la Cinémathèque, etc. Et il y avait Sorcerer de William Friedkin que j'avais vu dans un tout petit cinéma au Balzac. J'étais allé complètement seul, je savais pas du tout de quoi ça parlait, mais l'affiche était tellement belle que je me suis arrêté devant, je me suis dit bon allez, pourquoi pas regarder. Et je me souviens que ce film-là, il m'avait vraiment mis une claque, mais vraiment qui m'avait totalement, il m'avait scotché à mon siège. Et c'est un remake de Le Salaire de la peur de Clouseau, qui a été fait par William Friedkin au moment où il était vraiment à son apogée. Il venait de faire L'Exorciste, c'était le réalisateur le plus sexy d'Hollywood. Et on lui a dit, tu veux faire quoi comme film? Et il a dit, je veux faire mon film le plus démiurge et ambitieux possible, et qui est justement un remake du Salaire de la peur de Clouseau dans la forêt amazonienne. Et c'est un film sur quatre types qui justement doivent franchir plusieurs centaines de kilomètres dans une forêt amazonienne avec des camions qui sont pleins d'explosifs. Et c'est absolument incroyable. Et je me souviens que ce film-là, quand je l'avais vu, il m'avait vraiment marqué. Ça, c'est l'un des exemples justement qui m'ont vraiment ému. Après, dans cette année-là, justement, ce qui s'est passé, c'est que j'adorais vraiment parler de cinéma, que j'avais personne trop avec qui en parler parce que ma famille n'est pas, ils aiment le cinéma, mais c'est pas des grands cinéphiles. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'à défaut d'en parler, j'allais écrire un petit peu. Et du coup, en fait, j'ai acheté un cahier et j'ai commencé à écrire justement sur tous les films, vraiment pêle-mêle que je regardais. Ceux que j'allais voir au cinéma, donc je prenais les tickets, je les collectionnais un peu et je les scotchais sur la page de mon cahier et ensuite j'écrivais un peu. Et c'était justement cette année, c'était 2016, je crois, parce que c'était l'année pendant laquelle il y a eu Interstellar qui est sorti. Donc le premier film que j'ai mis sur ce cahier, c'était Interstellar. Je me souviens pareil, qui m'avait complètement scotché, ému, etc. Et je me souviens qu'il y avait, c'était pendant cette année-là que j'ai vraiment commencé à aller regarder le maximum de choses possibles
au cinéma. En salle toujours, ou tu découvrais aussi les films en VOD, enfin sur des plateformes ou des choses comme ça? Surtout en salle parce que j'aimais bien le confort et l'intimité que ça apportait. Je trouve que c'était vraiment une bonne parenthèse et puis ça me permettait un peu de justement à l'époque c'était en première et j'avais pas des très 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 bonnes notes et du coup mon professeur il était assez difficile avec moi et c'était vraiment le meilleur moment où je pouvais justement me réfugier un peu, c'était quand les cours terminaient ou que j'avais reçu une mauvaise note à un contrôle, que j'aille directement dans une salle pour regarder un film ou deux films. Et c'est là que j'ai découvert que à Paris il y avait le grand cinéma des Halles dans lequel tu peux justement te perdre pendant 4 jours et oublier toute la notion du temps avant d'en sortir. Je dis j'ai vu 16 films sans m'arrêter. Bah voilà. Du coup, c'était assez drôle. C'était assez très sympathique comme période. Après, évidemment, oui, j'en découvrais beaucoup en DVD. Mais les films en DVD, je les ai découverts plus, on va dire, plus tard. C'est quand je me suis vraiment mis à chercher, à orienter mes choix de visionnage. Par exemple, quand je voulais regarder tout le parcours d'un cinéaste que j'admire. Tu vois, par exemple, voilà, William Friedkin. Quand je me suis vraiment passionné un peu pour ce réalisateur, que j'ai lu sa biographie, etc., bah, je me suis mis à regarder tous ses films. Et il y avait des films qui n'étaient pas du tout disponibles en salle. Il y avait des films et parce que William Friedkin, en plus, c'est un cinéaste qui est très inconstant, on va dire. C'est-à-dire qu'il a fait des immenses chefs-d'œuvre. Il a fait French Connection, il a fait L'Exorciste, justement, il a fait Sorcerer, mais il a fait aussi des daubes absolues. Et bon, il fallait que je les voie quand même. Mais du coup, ça, c'est des trucs qu'il fallait que j'aille chercher en DVD plutôt. Et ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu consommes des films, mais à différentes étapes. En tant que chargé de dev, tu lis en fait des scénarios, et en tant après que chroniqueur, tu découvres aussi des films en avant-première, j'imagine, pendant des projections presse. Est-ce que tu peux parler de ça, de ces différents stades de production? Bien sûr. Alors, ce qui est génial, c'est que justement, en fait, le premier pas, on va dire, que j'ai fait dans l'aspect un peu plus professionnel et adulte du cinéma, c'est quand j'ai pu aller pour la première fois au Cercle. À l'époque, j'y étais allé en tant que lycéen cinéphile et j'y étais allé juste après Frédéric Becbédé, où c'était Daphné Rouillet qui présentait l'émission. Et j'y étais allé pour parler de deux films qui étaient vraiment difficiles à défendre, surtout pour quelqu'un de mon âge. Il fallait que je défende Deux errances en forêt, Nos souvenirs de Gus Van Sant, qui était vraiment un de ses moins bons films. Bon, moi j'avais trouvé ça pas mal, mais c'était vraiment un de ses films les plus faibles, sur Matthew McConaughey qui se perd dans la forêt des suicides au Japon et qui était en compétition à Cannes, qui s'était fait mais vraiment hué, massacré, etc. Du coup, personne n'avait aimé, mais il fallait que je le défende. Et le deuxième film, c'était The End de Guillaume Niclot, avec Gérard Depardieu, qui se perd dans la forêt, qui perd son chien, puis sa voiture, puis lui. Voilà, enfin, c'était des films assez délirants. Et je me souviens que c'était pas le début le plus facile, quoi. Mais j'avais vraiment aimé l'exercice et je m'y étais pris avec beaucoup d'applications, ce qui fait qu'après, ils m'ont proposé de repartir plutôt pour parler des films que j'aime. Donc après, j'ai pu vraiment orienter ça vers justement les films qui me touchent le plus, que j'ai commencé à parler un peu de Scorsese, que j'ai commencé à parler des frères Safdie, de Lynn Ramsey, qui avait fait le film A Beautiful Day avec Joaquin Phoenix. Ça, c'était le genre de film qui me plaisait beaucoup à l'époque où j'y allais régulièrement. Et en fait, ça m'a vraiment permis d'orienter ma cinéphilie. Et ça, c'était vraiment mon premier, on va dire, rapport dans le domaine, avec le monde professionnel. Au début, pour moi, le cinéma, c'était ça. C'était regarder des films et écrire dessus. Mais ça n'a jamais été écrire des films. Après, justement, j'ai eu la chance par un vrai concours de circonstances, de faire mon premier court-métrage. Coming Home, en 2018. Voilà, exactement. Alors, ce film-là, il est parti d'un vrai désir de mise en scène, mais hyper spontané. Moi, j'ai une grande partie de ma famille qui vit au Japon. Ce qui fait que j'ai toujours eu pour immense sensibilité, surtout avec le cinéma, un certain lien avec ce pays. Je me suis dit que j'allais justement essayer pour lui rendre hommage, et puis parce que j'avais envie d'aller voir ma famille au Japon, qui me manquait, que j'allais en profiter pour aller faire un petit film là-bas. Mais vraiment comme ça, hein. Il n'y avait aucune préparation, rien du tout. Et du coup, je me suis dit, bon, alors essaye d'écrire un petit scénario. L'une des choses qui me fascine le plus dans le cinéma japonais, c'est évidemment tous ces combats, ces affrontements, ce rapport au code d'honneur, etc. Et donc, du coup, un peu la mafia japonaise, qui sont les Yakuza, qui sont absolument incroyables, parce que c'est des mafieux, mais qui conservent et qui mettent une éthique et une rigueur absolument dingue au code d'honneur. Ce qui est absolument paradoxal, parce que les mecs, c'est des voyous qui vivent sur le trafic de drogue, etc. Mais ils ont toujours été appliqués à un code de morale qui descend directement du code des samouraïs. Donc vraiment le truc le plus exemplaire en termes de conduite, d'honneur et de valeur possible. Du coup, en fait, j'ai écrit un film sur justement un yakuza vieillissant, évidemment en pensant énormément à chaque
chaque ligne que j'écrivais, je pensais à mon grand-oncle sur un yakuza vieillissant qui revient après plusieurs années d'exil à Tokyo pour voir sa femme et puis surtout faire la connaissance de son enfant qu'il a jamais pu voir, donc il va rencontrer pour la première fois. Et en fait, la raison pour laquelle il vient, c'est parce qu'il va mourir parce qu'il est atteint d'un cancer. Du coup, c'est un film c'est un film qui prend un peu on va dire à contresens cette éthique et ce rapport très très combatif des yakuza qui égorgent dans la rue, qui se mettent des balles dans la tête à ne plus savoir quoi en faire. Et du coup, j'ai fait un film d'anti-yakuza. Et donc, 2 ans plus tard, tu retournes au Japon pour réaliser ton second film, Love Cantata, dont j'aimerais qu'on parle. Est-ce que dans un premier temps, tu peux le pitcher ? C'est l'histoire d'Elia, un jeune Parisien qui, en fait, pendant ses études, a fait la rencontre d'une Japonaise à Paris qui s'appelle Kei, avec qui il a eu une histoire d'amour, mais une histoire d'amour très très brève, parce qu'en fait, les deux pouvaient pas trop continuer puisque elle devait repartir au Japon. Et en fait, ils ont vécu leur histoire, sauf que au moment de se quitter, en fait, ni l'un ni l'autre étaient vraiment prêts justement à tourner la page. Et donc, Kei a proposé à Elia de le rejoindre quand il aura fini justement ses études et qu'il en aura fini un peu avec sa vie à Paris. Et elle lui propose de le rejoindre un peu pour revenir le voir et pour qu'il puisse à nouveau justement faire renaître cet amour. Et 1 an passe, Elia arrive à Tokyo pour la retrouver et pour la revoir. Alors du coup, au début, les deux ont énormément de mal à refaire naître, on va dire, l'amour qu'ils ont vécu de façon hyper brutale mais passionnelle et éphémère pendant leur séjour à Paris. Mais ça revient au fur et à mesure. Elia, il recommence à trouver espoir justement dans cette relation avec Kei. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il se rend compte qu'elle est assez bizarre, qu'elle part de temps en temps, qu'elle a mal à être aussi, on va dire, présente, qu'elle a beaucoup de moments d'absence et qu'il y a des moments où carrément elle s'en va et elle le laisse seul. Et donc Elia, qui justement est un peu seule et qui n'arrive pas du tout à dormir, parce que quand tu es un touriste et que tu arrives pour la première fois à Tokyo, tu n'arrives pas à dormir dans cette ville à cause de la puissance des néons et des éclairages extérieurs dans la ville. Et du bruit aussi, peut-être, toujours et du bruit, ouais, bien sûr, et du bruit. Et en fait, tu as toujours l'impression qu'il y a un soleil, mais clair, dans la rue. Du coup, c'est vraiment un truc qui a été, un syndrome qui a été vraiment hiérarchisé, qui s'appelle le Tokyo Effect, qui fait que justement, quand tu vas pour la première fois au Japon, tu peux parfois te faire une nuit blanche, plusieurs nuits blanches d'affilée sans t'en rendre compte parce que ton horloge interne n'arrive pas à gérer toutes ces lumières, tous ces éclairages, toutes ces choses. Ce qui moi, évidemment, m'est arrivé, donc je l'ai mis énormément en valeur dans la mise en scène du film. Mais sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il n'arrive pas à dormir et qu'il s'ennuie parce qu'elle n'est pas là, parce qu'elle part. Et il trouve ça bizarre un jour, alors il décide de la suivre. Tu t'apprêtes à révéler le climax. Waouh. Ouais, on va juste dire qu'il s'apprête à apprendre des choses sur elle et à se rendre compte qu'en fait, il la connaît pas si bien que ça. How I can write a love story if mine is too short? I have to go now. Can I come? You have to get some rest. あんま勘違いすんなよ。 Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être sur la jeunesse de ce film ? Tu expliquais un peu ton rapport avec le territoire nippon, ce qui est hyper intéressant. Et pourquoi, pour celui-ci, à nouveau, tu as voulu inscrire ce récit là-bas ? En fait, avec mes premiers films, surtout long métrage comme court métrage, j'ai envie de filmer et de m'éloigner de ce que je connais. Et en fait, même si je connais bien le Japon maintenant, à force d'y être allé, d'y avoir justement travaillé, de m'y être perdu et de m'y être baladé, j'ai vraiment eu à cœur de continuer à vraiment plonger dans cet endroit-là parce que c'est vraiment cet endroit-là qui m'inspire le plus. Et parce que pour tout ce qu'il raconte, pour tout ce qui signifie cet endroit, surtout de nos jours, en fait, je trouve que c'est vraiment l'un des endroits du monde qui caractérise avec le plus de force et la notion de paradoxe chez l'être humain. Parce que c'est un endroit dans lequel justement tu te promènes dans la rue et tu vois en permanence que y a pas un déchet par terre, que les gens sont extrêmement avenants, extrêmement bienveillants, polis, que tu peux vraiment laisser ton téléphone dans un endroit, quelqu'un te le ramènera, il y a rien, il y a pas de vol, il y a pas de problème avec ça. C'est un endroit qui en apparence a l'air vraiment exemplaire, mais qui une fois que tu perturbes un tout petit peu ses apparences, se révèle être l'endroit dans lequel il y a le plus de prostitution chez les mineurs, dans lequel il y a des trafics de jeux virtuels et sexuels absolument délirants. C'est vraiment un endroit dans lequel il y a aussi du vice, mais de façon tellement apparente et tellement prenante, la nuit, alors que le jour, tout va bien. Et c'est un endroit qui caractérise vraiment la double facette de l'être humain. Et ce qui est dingue, c'est que c'est le seul endroit dans lequel
ne serait-ce qu'en termes d'architecture. Tu vas trouver les immeubles les plus futuristes du monde avec les néons, etc., qui te font penser que tu es dans Blade Runner 2049, mais qu'à chaque coin de rue, tu vas trouver un temple qui date du 6e, 5e, 4e siècle. Un ancien temple shinto parfaitement restauré, en état parfait. Et c'est le seul endroit dans lequel tu peux trouver cette ultra-modernité conjuguée de si près avec ce traditionnalisme vraiment mais ancré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Coming Home a fait un beau chemin en festival et il m'a permis surtout de rencontrer justement Sophie Tepper, qui est la productrice, la fondatrice d'Egérie Productions, et qui m'a demandé ce que je voulais continuer à faire en tant que cinéaste. J'avais envie de raconter une histoire d'amour très très forte. J'avais envie de compiler des moments très très forts d'une existence en 15 minutes et qui parlent de quelque chose que je connais un peu plus, l'histoire d'amour à distance, de relations à distance. Et est-ce que tu es bilingue? Est-ce que tu parles japonais? Quand je suis allé faire Coming Home et pour voir ma famille, en fait je parlais vraiment pas très très bien. Je connaissais quelques mots quand même pour tous les films que j'avais vus. En fait je me suis rendu compte que là-bas c'est absolument impossible de bien travailler si tu connais pas un minimum la langue. La base, quoi. Parce que c'est pas un pays dans lequel l'anglais est démocratisé à fond. J'ai souvent eu du mal à m'exprimer pendant le tournage de Coming Home. J'ai quand même réussi à faire ce que je voulais faire, mais c'est vrai que c'est passé beaucoup par des storyboards, beaucoup par des images, beaucoup par des photos d'autres films pour leur montrer les cadres, pour leur exprimer un peu ce que je voulais. En fait, dès que je suis rentré, je me suis mis à prendre des cours et donc j'ai fait 1 an et demi de japonais assez intensif, ce qui m'a permis de vraiment développer mon vocabulaire et de beaucoup mieux m'exprimer sur le tournage de Love Cantata. Et je reviens sur ce que tu disais quant à la dualité un peu que tu exprimais sur cette ville et sur le Japon plus généralement. Est-ce qu'il y a un terme en japonais pour parler de ce paradoxe? Non, pas vraiment, parce que c'est un truc qui, en fait, c'est quelque chose que nous, en tant qu'Européens, c'est un truc de perception. C'est quelque chose que nous, en tant qu'Européens, on peut voir parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce rapport aux choses. On le théorise souvent, ou on en parle souvent. Par exemple, quand on lit Roland Barthes et l'Empire des Sens, ou vraiment les traités de grands auteurs philosophes français sur le Japon, on voit vraiment cette dualité et ce paradoxe. Et en fait, au Japon, ils ont toujours eu ce rapport justement d'inversion avec notre monde et nos valeurs à nous. Pendant la période justement du christianisme et des conquêtes et des évangélisations massives, le Japon n'a jamais de près ou de loin été atteint par le christianisme. Les Européens, les Portugais et les Espagnols, ils se sont fait lamentablement rembarrer quand ils ont essayé d'évangéliser les Japonais, et c'est ce que Martin Scorsese montre dans Silence, dans le film qui est sorti l'année dernière, qui était absolument incroyable. C'est un endroit dans lequel tout est vraiment inversé. Et pour ça, il y a 2 livres, des vrais traités de savoir par rapport à ça. Il y a L'éloge de l'ombre de Tanizaki, qui est un tout petit livre de philosophie et d'esthétique, un traité d'esthétique japonais, dans lequel Tanizaki, en fait, il raconte que Tanizaki, c'est l'un des plus grands écrivains japonais. Et il raconte qu'en fait, l'esthétique japonaise, là où l'esthétique européenne, elle est toujours vue, on va dire, du point de vue de la lumière. C'est-à-dire que, par exemple, quand les architectes font une salle ou font une maison, ils cherchent toujours à savoir où la lumière sera mise en valeur. En fait, au Japon, c'est l'inverse. Au Japon, les architectes, ils cherchent toujours à savoir où est-ce que l'ombre va être la mieux préservée. Donc, c'est toujours l'inverse, en fait. Le deuxième livre, justement, qui montre bien ça, c'est le code des samouraïs, le Hagakure. Ça, c'est vraiment le code, justement, d'éthique par excellence. Et par exemple, dans celui-là, il raconte que les samouraïs, quand ils font face à un déshonneur et qu'ils sont déshonorés ou humiliés, ils doivent se suicider. Nous, en Europe, quand quelqu'un se suicide, c'est parce qu'il a honte un peu de sa vie, qu'il n'aime pas sa vie et qui, par peur ou par dégoût ou par crainte d'affronter cette vie, il va décider de la supprimer. En fait, au Japon, c'est l'inverse. On dit à un samouraï qui doit se suicider parce que la vie est tellement précieuse, c'est quelque chose qui est tellement important qu'en fait, tu ne mérites pas de la vivre si tu as été déshonoré. Du coup, il y a toujours un rapport de valeur qui est inversé. Et est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce titre, Love Cantata? La cantate, c'est un chant lyrique italien qui s'apparente presque à un poème. L'une des plus grandes cantates, c'est L'Enfer de Dante, qui est un de mes livres préférés et qui est vraiment un des livres qui m'a le plus ému. Et en fait, c'est une cantate. Et je me suis toujours dit, comment exprimer avec le plus de lyrisme, le plus d'élégance et le plus de... Et je me suis dit que la cantate, c'était quelque chose qui symbolisait bien ce format, en fait, un peu court,
mais très romantique, très lyrique, très baroque aussi. Un bon moyen d'essentialiser en fait ce format pour parler justement de l'amour et des relations amoureuses. Et j'aimerais également maintenant qu'on parle de ton casting. Donc Idir Shender et Rila Fukushima qui incarnent les deux personnages principaux, Elia et Kei. Idir qu'on a pu voir dans Carbone d'Olivier Marchal, Occidental de Naïl Beloufa ou encore Paul Sanchez est revenu de Patricia Mazui. Et Rila Fukushima qui en plus d'être actrice est également mannequin. On a pu la voir dans Ghost in the Shell de Rupert Sanders ou dans la série Arrow disponible sur Netflix. Est-ce que tu peux raconter un peu cette rencontre entre vous trois? Comment tu les as trouvés, castés? C'est assez drôle, c'est parti d'un vrai concours de circonstances. Je voulais trouver justement deux acteurs qui, de près ou de loin, m'ont un peu influencé, qui m'ont toujours un peu marqué. T'avais écrit en pensant à eux déjà ou pas? Non, parce que dans le cadre d'Idir comme de Rila, en fait, je pensais que jamais ils allaient accepter, parce que j'avais fait qu'un tout petit court-métrage autofinancé, et que jamais ils accepteraient de tourner dans mon film. Enfin, je les avais déjà les deux en tête, à tel point que les storyboards que j'avais fait quelques mois avant de les contacter, en fait, c'est des storyboards qui ont leur visage. C'est-à-dire que j'allais chercher sur Google Images des photos de leur tête, et j'essayais de les modéliser à la main dans mes storyboards pour justement essayer le plus possible de retrouver l'alchimie que j'imaginais entre les deux dans mon film. Rila Fukushima, je l'ai vu moi pour la première fois dans le Wolverine, le combat de l'immortel dans le Wolverine au Japon de 2013. De James Mangold, qui en dépit de ses mauvaises critiques, etc., que moi j'avais adoré. Je l'avais vu 2 fois dans la même journée avec mon père, parce qu'en fait moi quand j'étais petit j'étais aussi fasciné, mais absolument fasciné et passionné par les comics, parce que mon père m'avait refilé tous ces comics, ça s'appelait les Doctor Strange d'ailleurs, parce que c'était des espèces de compilations françaises qui sortaient en kiosque dans un format horrible avec les couleurs pas du tout respectées, les noms c'était n'importe quoi, mais mon père il en avait des centaines, il les achetait même au Maroc quand il vivait au Maroc, et en fait j'en ai reçu des centaines, mais vraiment qui étaient dans ma chambre un peu en dépôt, et quand j'étais petit et que j'apprenais à lire, c'était sur ça que j'apprenais à lire. Toujours été mais vraiment extrêmement touché par les super-héros. À l'époque où Wolverine il est sorti, c'était encore une période où j'aimais énormément les films de super-héros. C'est beaucoup moins le cas maintenant, mais j'étais beaucoup plus petit déjà, et puis en plus j'étais vraiment c'était vraiment l'occasion pour moi de voir tout ce que j'avais rêvé dans mon enfance en vrai, en fait. Et j'y allais tout le temps avec mon père, parce que mon père il me racontait que lui il a fallu qu'il attende 35 ans pour voir justement des films de super-héros, donc il était comme un dingue, surtout au début quand on allait voir les Iron Man, ce genre de choses. Maintenant beaucoup moins, on s'est tous un peu lassés par les 40 000 films que Marvel sort par an, mais à l'époque voilà, j'avais encore une vraie appréciation de ça, et surtout du personnage de Wolverine que j'adore, et le film je l'avais adoré, j'avais vraiment adoré cette petite aux cheveux rouges avec son sabre qui était impressionnante dans le film, de carrure et de charme, et qui en fait, alors que c'est pas du tout censé être l'actrice principale, qui en fait elle vole la vedette à tout le monde dans le film avec sa chevelure rouge et son design absolument incroyable, ses collants et son sabre, elle est vraiment incroyable. C'était Rila Fukushima en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit bon, je vais essayer de lui envoyer un message, d'envoyer un message à son agent pour voir si elle est intéressée, et elle m'a répondu. Et elle m'a dit voyons-nous à Tokyo. Elle a beaucoup aimé le scénario. Elle a vraiment pris le temps. La première fois que je l'ai vue, on est allé manger dans un petit salon de thé à Tokyo. Et les gens la reconnaissaient un peu dans le café, etc. Et elle était hyper bienveillante. Et en fait, elle m'a dit qu'elle acceptait. J'avais gardé tout ça secret. J'avais eu du mal, mais j'avais gardé tout ça secret pour mon père surtout. Et quand le soir, je l'ai appelé, quand j'étais à Tokyo, j'étais complètement seul. J'étais un peu déprimé parce que j'étais tout seul et que c'était compliqué d'être seul, etc. Et je lui avais dit papa, il y a l'actrice de Wolverine qui a accepté de jouer dans mon film. Elle m'a dit mais non, mais arrête de raconter n'importe quoi. Je lui ai dit mais je te jure, et hyper content, hyper ému. Et pour y dire, il est devenu, on va dire, connu au cinéma. L'année où moi je me suis mis à manger comme c'est pas possible des films. Et en fait j'étais allé voir Carbone au cinéma. Je sais pas si tu te souviens, mais la distribution elle est absolument incroyable. Il y avait Grange qu'on découvrait qui était super aussi dans le film. Mais il y avait un acteur confirmé, il y avait Benoît Magimel, Gérard Depardieu, Michael Youn, Laura Smet. Il y avait un casting absolument incroyable. Celui qui m'a le plus tapé dans l'œil, c'était Idir. Et d'ailleurs, c'est le seul qui a été après qui a pu profiter de ça pour continuer. Au même moment, je regardais beaucoup de courts-métrages. J'avais vu Une fille moderne, qui était un court-métrage de Noé Debré. Et en fait, Noé Debré, qui est le scénariste de Jacques Audiard, qui est vraiment une des plus grandes et jeunes valeurs sûres du cinéma français. J'avais eu de la chance de lui parler plusieurs fois avant et d'entretenir une
très belle relation avec lui dans laquelle on conseillait sur mes films. Il était là et à la projection d'une fille moderne. J'avais vu que Idir était dans la distribution. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est fou quand même, quel concours de circonstances incroyable. Et je me suis dit, je vais essayer de lui proposer le scénario. Et une semaine plus tard, on s'est rencontrés et ça a été le début d'une très 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 belle relation parce que, en fait, pendant le tournage, c'était le seul Français avec lequel je suis parti. Là où la première fois, j'étais vraiment stressé parce que j'étais tout seul, cette fois-là, il était avec moi et il a un peu été comme mon grand frère en fait au Japon parce que quand j'étais stressé ou quoi que ce soit, c'est lui qui me prenait à part et qui me disait ça va aller, tout va bien se passer, etc. Surtout le premier jour en fait, je vais te raconter une petite histoire, mais le premier jour, en fait, j'avais beaucoup de stress parce que je voyais que le tournage avançait pas comme prévu, qu'on allait avoir du retard et je voulais pas infliger des coûts supplémentaires à ma productrice. Et en fait, j'ai vraiment eu une crise de panique. Je n'avais jamais réalisé un film avec autant de personnes, il y avait des camions partout, etc. 2 grands acteurs qui attendaient dans les loges et tout. Et j'ai vraiment eu une crise de panique. Donc je me suis réfugié et j'arrivais pas à rien faire. Et Idir est venu me voir et il m'a rassuré et il m'a dit voilà, on est tous là que pour une chose, c'est pour exécuter ta vision. Alors prends ton assurance, tu bombes le torse et t'y vas et tu gères ça. Et ça m'a permis vraiment, et il m'a fait rire et il a été incroyable. Ton premier film, c'était un peu tourné comme ça au dépoté. Là, tous les effectifs avaient doublé, voire triplé. Tu disais, vous n'étiez que 2 Français sur place. Est-ce que tu penses que ça a influencé quand même ta mise en scène? Tu filmes par exemple beaucoup de plans de ville. Est-ce que c'est des lieux que tu connaissais déjà du fait de tous tes séjours? Ou est-ce que c'est peut-être des gens de l'équipe qui te les ont montrés, par exemple? En quoi ça a pu t'influencer? Ouais, c'est une très très bonne question ça. Il y a eu beaucoup d'évolutions, on va dire, entre le premier et le deuxième, parce que dans le premier, vraiment ma volonté c'était plus de capter une émotion que de la filmer. Et en fait, du coup, la façon dont j'ai filmé, c'était vraiment très très documentaire, on va dire, dans laquelle il n'y avait jamais un trépied. Il fallait absolument suivre le plus possible les personnages, leurs émotions, etc. J'avais pas envie de mettre en place des beaux plans, on va dire. J'avais envie de vraiment de capter quelque chose, un peu comme dans justement là pour le coup mes références c'était vraiment les premiers films de Koreeda, parce qu'à l'époque j'étais complètement fou de Koreeda et je me souviens que justement dans ces premiers films Koreeda il filmait justement comme ça très en caméra portée pour capter les émotions des uns des autres, parce que c'est quelqu'un qui vient du documentaire et ça m'avait énormément touché et je me suis dit ça peut être une super idée de mise en scène. Pour le deuxième, c'est pas du tout dans le sillon dans lequel je me suis placé. Ouais, j'ai vraiment essayé de créer ma propre mise en scène. Et j'ai eu un carrefour de plein de références qui étaient très 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 différentes les unes des autres, mais complémentaires et sous certains aspects m'ont toutes permis de réunir, on va dire, ma mise en scène pour celui-là, dans lequel je suis passé dans quelque chose de beaucoup plus stable. Il n'y a quasiment pas un plan, sauf pour les scènes d'action, il n'y a quasiment pas un plan qui bouge dans les lumières, etc. Je suis passé dans quelque chose de beaucoup plus travaillé, beaucoup plus soigné, parce que je pouvais me le permettre, et puis ensuite parce que voilà, mes références, elles étaient très 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 différentes. Et les plans de la ville, tu as raison, c'est des plans d'endroits dans lesquels moi je me suis baladé, parce que je suis allé 2 fois au Japon en fait avant le tournage, et je me suis baladé dans la ville avec le chef opérateur, juste pour trouver des endroits intéressants, des endroits que je connais, même si j'exprime une errance dans le film et dans le court-métrage, les endroits que j'ai filmés, je les connais quand même. Même les intérieurs, j'ai été très minutieux, on a fait énormément de travail avant. Le chef décorateur de mon film, les 2 chefs décorateurs, ceux qui ont fait vraiment de A à Z toute la décoration avec les lumières, qui ont tout pensé, tout réfléchi par rapport à l'intérieur des salles, des chambres, même l'espèce de maison close devant laquelle il passe avec tous ces néons, tous ces visages et tout. C'est les 2 chefs décorateurs qui ont fait Enter the Void de Gaspar Noé. Tu sais, il y a toute la deuxième partie dans laquelle il passe de maison en maison avec en filmant du dessus. Ils ont vraiment cassé tous les toits des maisons dans lesquelles ils ont filmé. C'est justement celui qui a travaillé sur mon film, qui s'appelle Kiku Ota, qui en fait l'avait suggéré à Gaspar Noé et à Benoît Deby, qui fait qu'ils ont en fait tous les 2 cassé les murs pour en fait filmer du haut et pour pouvoir vraiment se promener et faire cette espèce de film absolument tellement ample, intelligent et intéressant que c'est difficile de mettre des mots dessus, quoi. C'était assez dingue pour moi. Tu parlais tout à l'heure de multiples références qui ont pu t'inspirer pour ce film. Moi, j'ai tout de suite pensé à Nicolas Winding Refn, par exemple, pour la colorimétrie, pour cet étalonnage. Bon, c'est ce que tu disais, du coup, c'est ce qui s'appelle le Tokyo Effect, si j'ai bien compris, avec tous ces néons allumés en permanence. Et c'est intéressant aussi de voir que, en fait, il y a une sorte d'association de couleurs en fonction des sentiments, des ambiances que tu as voulu mettre en scène. Quand on est avec le couple, par exemple, l'ambiance est plutôt rouge et
est bleue, donc presque violette, alors qu'elle est au contraire verte sapin ou crue quand la situation tourne mal. Est-ce que tu peux parler de peut-être des autres références qui ont pu t'inspirer? Tu as parfaitement raison. Il y a évidemment du Nicolas Winding Refn parce que l'un des films qui m'a le plus inspiré pour l'écriture de ce film, en tout cas, c'est Drive. La définition, tu vois, de ce dont je te parlais, de la spontanéité romantique et lyrique dans un film, moi je trouve que c'est dans Drive qu'elle est la mieux montrée. Le film, à chaque fois que je le vois, il me bouleverse, mais comme c'est pas possible de me bouleverser, parce que justement par cette économie de mots qui permet justement de faire du grand cinéma, du ralenti, des baisers, des scènes de bagarre hyper crues, il accentue comme rarement dans un film on a accentué le romantisme dans des situations. Et en fait, c'est vraiment l'une de mes références principales pour ce film. Par contre, pour l'éclairage, c'est plus dans Only God Forgives que j'ai été inspiré. Je regardais en boucle le documentaire que sa femme avait fait sur le tournage de Only God Forgives. J'ai jamais réussi à le trouver. Tu l'as? Ouais, bien sûr, je te l'enverrai. Ah, trop évidemment. Bien. Super. Ouais, qui s'appelle My Life with Nicolas Winding Refn, un truc comme ça. Et c'est vrai que le documentaire, il est dingue. Et dans ce documentaire-là, tu vois le processus qu'a un grand cinéaste à aller tourner dans un pays étranger, et ça m'a beaucoup inspiré. La façon dont lui, il gère ses éclairages, En plus, il est daltonien, donc c'est encore une autre problématique. Ouais, bien sûr. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça m'a Only God Forgives m'a beaucoup inspiré, même si je préfère 1000 fois Drive à Only God Forgives. J'aime beaucoup Only God Forgives, mais Drive, je trouve que c'est carrément un chef-d'œuvre pour moi. Après, les autres films qui m'ont beaucoup inspiré, il y a très peu de films japonais, bizarrement, cette fois, parce que j'avais pas envie justement de retomber dans un amour de cinéphile. J'avais envie de faire un film de cinéaste plutôt, donc j'ai eu beaucoup moins de références de films japonais. Il y a quand même Lost in Translation, ne serait-ce que pour justement ce rapport aux errances multiples, pour la façon dont il filme ces errances, dont Sofia Coppola filme les errances et filme les regards et les doutes de ses personnages. Je trouvais ça très intéressant. Il y a un autre film qui, je trouve, est un film bancal en apparence, mais c'est True Romance de Tony Scott. Le film, pareil, en termes de romantisme et de lyrisme, je le trouve tellement touchant, je le trouve incroyable. Une question pour conclure. Comme dans ton précédent film Coming Home, tu abordes une nouvelle fois les thèmes de l'absence et des retrouvailles, de l'amour, et tu interroges aussi d'une certaine manière le concept de virilité, où en tout cas dans ce film Love Cantata, c'est bien une femme qui est héroïne et qui prend sa propre défense et celle de ses proches. Est-ce que si tu as d'autres projets en cours ou à venir, tu comptes à nouveau peut-être situer ton récit au Japon et aborder ces thèmes sous un angle différent ou pas du tout? Absolument. Mais complètement. C'est exactement ça. En fait, c'est très juste. J'aime bien remettre en cause, comme tu le dis, remettre en question le principe de la virilité. Et j'aime bien, en fait, moi, je suis un cinéaste qui aime beaucoup filmer les hommes pleurer. Alors, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est quelque chose, je trouve ça, en fait, alors que, justement, dans le cinéma, on va dire, qui nous a inspiré et qu'on aime, on voit souvent dans les relations d'amour les femmes pleurer par rapport aux hommes. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus sensible, en fait, à voir les hommes pleurer et à voir justement des rapports de force inversés dans des situations de couple. Par exemple, un des films qui m'a le plus touché cette année, c'était Marriage Story de Noah Baumbach. Et dans ce film-là, dans les scènes dans lesquelles les personnages se déchirent et se tiraillent, je trouve qu'il n'y a rien de plus émouvant que de voir que celui qui est en... Voilà, c'est ça. Et que celui qui est vraiment en position d'infériorité dans cette histoire, c'est Adam Driver. Parce que c'est lui qui pleure, parce que c'est lui qui comprend pas ce qui se passe, parce que c'est lui qui perd le procès, parce que c'est lui qui se fait quitter, concrètement. Je trouve ça extrêmement touchant. Le film marche très bien en partie pour ça. Et j'adore les scènes dans lesquelles on voit les hommes en situation de faiblesse. C'est les scènes qui me touchent le plus. Pareil dans Drive, par exemple, la scène dans laquelle on le voit lui pleurer, je la trouve bouleversante. Et j'aime bien les films dans lesquels, et surtout dans celui-là, en fait, je voulais vraiment mettre en valeur le fait que de nos jours, une femme, en fait, peut être libre, totalement libre de ses choix, être libre de ce qu'elle veut faire et avoir une psychologie très poussée par rapport à cette situation et par rapport à ses choix et les choix qu'elle a à faire, et que les hommes souvent ne comprennent pas ça. En fait, ce que j'aime filmer dans cette relation d'amour, c'est que l'homme, il comprend pas la femme qu'il aime. Il l'aime, mais il la comprend pas. Et en fait, pour avoir beaucoup parlé et discuté avec des femmes qui font ce genre de choses, qui sont des cam girls et qui font ce genre de choses, en fait, j'ai très souvent compris que les cam girls, des fois, elles le font par nécessité, mais des fois, elles le font par choix. Et c'est quelque chose
qui me fascine et que j'avais envie vraiment de mettre en valeur dans ce film-là. Le choix, il n'est pas forcément contraint au point de vue. Dans la suite de mes projets, de ce que je veux mettre en scène et de ce que j'ai envie de ce dont j'ai envie de parler, je vais vraiment beaucoup plus loin dans ce principe de point de vue, dans ce principe d'inversion justement de rôle entre les hommes et les femmes, dans ce principe d'incompréhension dans un couple. Donc voilà, mes prochains projets sont sur un autre format. J'ai hâte de voir ça alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous voulez toujours plus de références filmiques et littéraires, Abel a 2-3 recommandations à vous faire part. Bonjour Yodar, je m'appelle Abel Danan et les œuvres que je vous conseille et dont j'ai envie de vous parler sont en premier le film qui a justement le plus de sens pour moi dans son message, dans sa mise en scène, dans la façon dont il parle des choses, dans ses références littéraires, c'est Taxi Driver. Je trouve que c'est un film qui m'a depuis toujours plus qu'inspiré. J'ai depuis que je suis tout petit le poster de Taxi Driver dans ma chambre parce que mon père me l'avait offert et c'est un film que j'ai vu à peu près 100 000 fois et qui justement m'inspire toujours autant, que je trouve absolument parfait en termes de mise en scène, de spontanéité, dans son rapport au double, dans son rapport à l'errance, dans son rapport à la psychologie, à la violence surtout, au silence, enfin bref à tout. Je trouve que c'est un film absolument incroyable et je sais que c'est un peu bateau, mais si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument le voir, le revoir. Ensuite, si je devais conseiller un autre film, ce serait vraiment de voir Ran d'Akira Kurosawa, parce que pareil, c'est un film que moi j'ai vu à un moment de ma vie où je commençais vraiment à découvrir et à être sensible au cinéma et qu'il a vraiment résonné directement, justement, très personnellement, parce que pour son intelligence des cadres, pour son intelligence des décors, pour son rapport à la couleur, à la magie qu'il infuse, et puis surtout parce que c'est la plus grande tragédie shakespearienne adaptée au cinéma et qu'il n'y a jamais eu mieux depuis. C'est impossible de faire mieux que de retranscrire le roi Lear chez les samouraïs. Et finalement, si je devais conseiller une dernière œuvre, ce serait un livre de Kawabata, qui est le seul prix Nobel de littérature japonais, qui m'a beaucoup parlé, surtout pendant la conception de ce court-métrage, qui s'appelle Chronique d'Asakusa, qui raconte l'histoire d'un homme qui en fait tombe amoureux d'une fille dans le quartier justement des prostituées, des acteurs, des bandits à l'époque dans le Tokyo des années 30, qui en fait la perd dans ce quartier, qui doit la retrouver assez vite et qui du coup fait le tour de ce quartier. Et c'est un livre qui, de par sa façon justement dont l'enquête est résumée, cette espèce d'enquête un peu labyrinthique à la Under the Silver Lake, c'est un livre qui est d'une densité, complexité, d'une intelligence très très rare. Donc voilà, c'est ça les trois œuvres dont j'aimerais vous parler aujourd'hui et que je vous conseille, et j'espère qu'elles vous plairont. Super, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je remercie infiniment Abel pour sa participation. Si vous souhaitez découvrir son film Love Cantata, je vous tiendrai informé de sa prochaine diffusion. Passez une belle fin de semaine et à très vite.